rencontre, en fait, des moments privilégiés d'échange entre d'illustres personnalités qui ont eu à servir dans les plus hautes sphères étatiques et les promotions d'élèves en cours. Ce sera de forts moments de transmission de valeurs qui font l'essence et la motivation de tout sortant de l'ENA. Pour vous dire que, chers élèves, votre présence est quasi obligatoire. Merci. Nous vous remercions d'être là aujourd'hui. Je m'en vais vous présenter le présidium. On a M. Mamadou Moustapha Attal qui est notre invité du jour, ancien conseiller du président de la République, ancien DG des douanes, Grand Croix de l'Ordre national du Lion. M. Souleymane Nasser Niane, ancien directeur de la fonction publique et ancien haut fonctionnaire des Nations Unies. Nous avons évidemment M. le directeur général, M. Mohamed Lamine Diallo, qui fait son baptême de feu aujourd'hui. Et le président de l'AMENA, M. Doudou Diop Mboup, élève en diplomatie. C'est ça si je me trompe. Hein? D'accord. Donc je crois que sans plus tarder, on va donner la parole à Monsieur le directeur général pour son mot de bienvenue. Si je tenais à vous présenter ces messieurs, parce que je vais vous raconter juste une petite anecdote. L'autre jour, j'ai reçu un curriculum vitae de quelqu'un. Il m'a envoyé son curriculum vitae pour me dire que je voulais servir. J'ai reçu le curriculum vitae. Quand j'ai vu son profil, ça me semblait intéressant. J'en avais discuté avec le secrétaire général, parce qu'il avait un profil qui correspondait à ma vision, peut-être d'une direction ici. Je l'ai appelé. Bonjour monsieur, c'est monsieur Diallo, DG de l'ENAM. Vous m'avez envoyé votre curriculum, votre CV. Vous désirez travailler à l'ENAM? Il me répond, oui, mais la territoriale aussi est très intéressante. Hein? Je lui dis, oui, puisque la territoriale est intéressante, pourquoi vous m'envoyez votre CV? Il me dit, oui, je veux bien servir à l'ENAM, hein? Mais la territoriale est intéressante, c'est pourquoi je voulais savoir combien j'ai là-bas. Je lui dis que vous n'aurez jamais l'occasion de savoir combien on gagne à l'ENAM. Parce que je n'ai pas besoin d'avoir avec moi des gens qui se demandent combien ils gagnent avant de venir. J'ai besoin des gens qui ont le sens du devoir, le sacerdoce de l'État pour travailler avec moi. Vous voyez l'état d'esprit? Ces gens-là ne se sont jamais demandé combien ils devaient gagner. S'ils sont là, ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour des honneurs, parce qu'ils ont eu tous les honneurs du monde au moment où il le fallait. Mais parce qu'ils sont toujours habités par le sens du devoir. Ils sont habités par le sens de l'État. C'est des gens qui ne demandent pas, comme le disait Kennedy, à l'État de faire quelque chose pour eux. Ils se demandent, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour l'État. C'est des gens comme ça que je souhaite que vous deveniez. Des gens formés et formatés pour servir l'État. Je pense, monsieur, je ne sais pas si les représentants du conseil d'administration est là ou bien SGG, mais je pense qu'il y a des membres du conseil d'administration qui sont là. Ah, monsieur le directeur du CFJ, je vous fais mon salut. Mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration, monsieur Mamadou Moustapha Attal, conférencier, madame, messieurs les coordonnateurs de section, madame, messieurs les directeurs, madame, messieurs les formateurs, chers élèves, chers invités en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais d'abord, après avoir souhaité la bienvenue à tous, adresser mes très sincères remerciements à notre doyen Mamadou Moustapha Attal, qui, malgré un agenda très rempli, a bien voulu accepter d'animer cette conférence
qui marque l'ouverture des cycles des grandes conférences de l'École nationale d'administration. Sans prétendre faire sa présentation, je ne vais pas m'y risquer. M. Tal, inspecteur général d'État, ancien conseiller spécial du président de la République, est un intellectuel de très haut niveau qui a largement contribué à la construction et au renforcement d'une administration sénégalaise aux normes, concentrée vers les objectifs de développement et respectée juste après les indépendances. Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités et de tous les participants qui ont bien voulu donner une suite favorable à notre invitation pour partager ces moments de réflexion avec nos élèves. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, exprimer toute la fierté, l'honneur et la satisfaction de partager ce plateau avec vous. Le premier du genre auquel, en qualité de directeur général récemment nommé à la tête de cette prestigieuse école, je participe. C'est le lieu pour moi de témoigner toute ma gratitude aux autorités de ce pays pour leur confiance en me confiant les hautes charges. Je sollicite votre soutien et vos prières afin de parvenir à accomplir avec satisfaction cette noble mission que je mesure à sa juste valeur avec beaucoup d'humilité. Mesdames, Messieurs, depuis sa création, l'ENA s'est imposée comme une institution de référence dans la formation de nos élites au sein de l'administration. Toutefois, à l'instar de la plupart des établissements publics de formation, elle est confrontée aux exigences d'adaptation et d'innovation d'une administration moderne, fortement interpellée par les impératifs d'un environnement en perpétuelle mutation au plan économique, social et technologique notamment. Au plan national, le contexte est marqué par la nécessité de promouvoir l'émergence d'une nouvelle approche en matière de gestion publique fondée sur le management stratégique, l'externalisation et la contractualisation, la gestion axée sur les résultats et l'évaluation de la performance de l'administration qui impose de nouveaux paradigmes. Au niveau international, le monde est confronté à des enjeux nouveaux au plan économique, monétaire, sanitaire et sécuritaire qui exigent une interaction plus soutenue de différents paramètres, de nouvelles formes de solidarité pour le développement. Cette volonté d'adaptation constante de l'ENA et de ses produits à l'environnement et aux besoins actuels de l'administration justifie l'adoption de réformes qui se sont succédées. Dans cette perspective, celle de 2011 constitue un tournant décisif dans la vie de l'établissement. En effet, le décret 2011-1704 du 6 octobre 2011 portant création de l'ENA et fixant ses modalités d'organisation et de fonctionnement a érigé l'école en établissement public à caractère administratif. Ainsi, elle a été restructurée en conformité avec son nouveau statut, avec notamment la création de nouveaux organes, le réaménagement des directions pédagogiques et des curricula pour une meilleure prise en charge d'expertise particulière. Au total, cette dernière réforme doit permettre à l'ENA d'améliorer ses offres de formation, de faire valoir son expertise en sciences administratives et de développer des projets de recherche. C'est justement dans le cadre de cette activité de recherche, d'animation scientifique de l'école, que les mercredis de l'ENA ont été initiés avec aujourd'hui une innovation de taille, l'instauration d'un cycle de grandes conférences pour compléter et renforcer le dispositif de formation initiale et permanente.
Mesdames, Messieurs, les évolutions actuelles et à venir appellent nécessairement à réinventer le secteur public du futur qui est déjà là, devant nous, avec des impératifs en matière de changement et des besoins accrus en matière de performance. Les résultats et les impacts attendus doivent être constamment arrimés à la sacralité des valeurs de transparence, d'éthique, d'intégrité et de responsabilité. Ainsi, le cycle des grandes conférences vise à promouvoir des thèmes portés par des identités remarquables qui peuvent restituer du point de vue de leur parcours de vie et notamment au plan professionnel un vécu exceptionnel qui donne la mesure de ce que fut notre administration, voire notre État. En effet, depuis notre accession à la souveraineté, des hommes et des femmes se sont évertués par leurs compétences et leur engagement à donner corps à notre État-nation et ont participé à forger l'excellente réputation de notre administration centrale et territoriale. À présent, il nous faut restituer cette mémoire, notamment institutionnelle, pour une meilleure compréhension des enjeux du moment. Dans le cadre du cycle des conférences, il sera fait appel à certains illustres hommes et femmes dont la notoriété fera écho à la résonance des thèmes et contribuera à impacter les consciences en devenir des élèves sortant de l'ENA. Dans ce registre, notre conférencier du jour, avec son riche et exceptionnel parcours, a bien sa place. Les grandes conférences de l'ENA ont une périodicité mensuelle, le premier mercredi de chaque mois. La première phase s'étale de décembre 2023 à avril 2024, c'est-à-dire avant la sortie de la promotion en cours de formation. Mesdames, Messieurs, permettez-moi, avant de conclure, de réitérer mes vifs remerciements et exprimer toute ma reconnaissance au conférencier, M. Mamadou Moustapha Tall, pour sa générosité intellectuelle et sa disponibilité, malgré les contraintes familiales et sociales inhérentes aux personnes de son âge. Je ne saurais terminer également sans pour autant adresser mes chaleureuses félicitations à toute l'équipe de l'ENA et aux élèves pour la qualité de l'organisation et au modérateur de la séance, M. Souleymane Nasser Niane, pour son soutien efficace. Ces derniers n'ont rien laissé au hasard pour la réussite de l'événement. C'est sur cette note d'espoir que je clôt mon propos et vous remercie tous pour votre aimable attention. Avec non seulement les moments de joie et de succès, mais également des moments d'isolement et de frustration. Donc, c'est en partant de mon vécu depuis l'enfance que je me propose de vous offrir l'essence de ce que je crois utile pour mener une carrière menant aux honneurs de la fonction publique de l'État. Disons, conduisant à ces éléments-là. Parcours et commentaires illustrés de mon CV. Je passerai outre parce que mon ami et frère Nasser l'a déjà fait. Néanmoins, j'en profiterai pour faire une analyse rapide de ce circuit scolaire d'abord. Scolaire difficile puisque j'appartenais à un lycée technique. À l'époque, d'abord, le choix était difficile puisque n'était valorisé que les lycées modernes. Le lycée technique était considéré au second rang. C'est déjà une première brimade. C'est un lycée où effectivement se côtoyait l'international puisque de la fosse recevait de tout venant. Et c'était un lycée de fourre-tout puisqu'il y avait la section commerciale, la section industrielle, la section artisanale et également les ingénieurs agronomes et autres.
Ça veut dire qu'on croisait tout le monde, toute nature de personnes, toute nature d'études, toutes sortes de métiers. Ensuite, les 95% peut-être étaient des internes. J'avais la malchance d'appartenir à la classe des externes. D'où ce qui m'a appris énormément de choses. C'est un lycée où les compositions semestrielles ne comptaient que de moitié. La moyenne était constituée de moitié de la composition, mais à partir de la première, chaque samedi, d'abord les cours 8h midi, 14h30, 18h30, tous les samedis après-midi, soit devoir surveiller de mathématiques 2 heures de temps noté, soit devoir surveiller de comptabilité 4 heures de temps noté. Sans compter les devoirs faits à la maison à rendre, les devoirs surveillés et les questions d'interrogation écrite. Cela veut dire toute l'année, on était sous tension. Donc même avec une moyenne de 9, on passait. Tellement le régime était dur, particulièrement pour les externes, parce que pour les internes, ils arrivaient à se rendre service, à expliquer, etc. En sorte que quand nous étions collés, contrairement au lycée moderne, c'était les dimanches qu'on le faisait. Effectivement, ce qu'il faut dire pour les externes, toute la semaine vous êtes à l'école. Ce qui n'était pas une messe à faire. Mais ça a l'avantage de vous endurcir, de vous permettre de vous organiser, de prendre vos responsabilités très tôt. Parce qu'à partir de la première, un stage était obligatoire dans les entreprises pour 2 mois, suivi d'une soutenance d'un mémoire. Cela vous préparait déjà à être responsable et à connaître ce que c'est que le milieu du travail. Donc, et ensuite, pour nous, on avait la particularité, en terminale, on avait nos classes qui étaient juste avant le pont, le canal qui sépare l'université et le lycée. Notre rêve, c'est comment faire pour traverser ce pont. C'était donc déjà un obstacle qui était dans notre tête. Ce qui fait, moi, après, quand on m'a dit d'aller en France, je dis non, moi je vais à l'université. Parce que c'était un rêve pour nous. Il n'y a qu'un canal qui nous séparait. Et le chemin était difficile. Donc, ceci, c'est pour donner aux jeunes qu'il faut travailler, s'organiser. Il m'est arrivé de passer la nuit sur une épreuve de comptabilité ou de mathématiques avec de la drogue pratiquement, parce qu'une tasse de thé, casserole remplie de thé, le boire, terminer le devoir, me laver, reprendre le thé, aller au cours, parce que sinon c'est zéro. Donc c'est vous dire l'endurance. Je rends grâce à Dieu de m'avoir orienté déjà vers ce secteur. Ça veut dire quand on veut quelque chose, il faut la cibler, mais accepter les contreparties. Donc je passe très rapide, je passe sur ce cycle secondaire du lycée. L'université, rapidement. L'université, la valse entre Dakar, Clermont, Paris, Dakar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le savoir au Sénégal était très élevé. Nos hommes, nos parents, nos anciens et nous-mêmes, nous étions respectés par ailleurs. Parce que dans ces écoles, on rencontrait tout horizon. Par exemple, Clermont-Ferrand, c'est là où il y a l'école nationale des impôts et domaines. Les Français qui font impôts et domaines viennent de plusieurs universités. Nous, nous venions de Dakar et nous étions quand même pas derrière la place. C'est vous dire que le savoir au Sénégal était en tout cas bien préparé, bien entretenu et on était fiers. De là-bas, qu'est-ce que j'ai tiré? En 4e année d'abord, le cours de la recherche par le professeur Samir Ami. Nous étions ses premiers étudiants, une quinzaine. Et c'est sur notre base de ce cours-là qu'il a fait ses premiers livres et qu'il nous a donné le cours de la recherche. Et donc, vous voyez ce qu'on peut tirer d'un parcours universitaire compliqué. Et voilà le pourquoi. Arrivé à Paris, à nouveau, également, Neuilly, plus le doctorat de Sciences Éco. Pourquoi l'importance de cela? C'est au doctorat que j'ai vu que tout ce qu'on avait avalé dans les 4 années, on l'avait avalé pour réciter au professeur. Là, il s'agissait de tout remettre en cause, de dire que ce n'est pas valable. Ça vous donnait un esprit critique, un esprit d'approche qui est développé en vous. On ne vous donne pas quelque chose, vous l'acceptez. Vous regardez comment on peut faire, quel résultat on obtiendra. C'est pourquoi je vous dis, et je vous conseille, jeunes, d'aller toujours vers la recherche du savoir. C'est la base de tout, le savoir. Et il n'y a pas d'âge pour aller chercher le savoir. D'autant que les scientifiques ont découvert maintenant que ça maintient l'esprit pour que, comme vous m'avez taxé de vieux, pour ne pas vieillir.
Voilà peut-être un parcours qui vous inspire ou que vous pourrez traverser. Comme vous le voyez, la carrière du haut fonctionnaire peut mener à une variété d'expériences et de positions nationales, voire internationales. Mais faudrait-il, à mon avis, que vos compétences et votre disponibilité soient reconnues et appréciées à différents moments, que votre souci constant de créer et d'apporter de la valeur aux autres, aux décideurs, aux citoyens, aux usagers du service public soit démontré. Vous aurez donc à convaincre. Ceci m'amène à vous parler un peu plus de ces profits qu'on appelle parfois grands commis de l'État. Sur ce point également, connaître et tout n'est pas suffisant. Nous sommes des humains. Et nous n'avons pas inventé le monde et nous quitterons le monde, mais nous avons hérité du monde. Le monde continue. Donc il faut savoir qu'on est un maillon à une période donnée, à une époque donnée. Et qu'on doit s'investir pour laisser quelque chose en partant, puisque nous avons hérité quand nous arrivons dans ce monde. Le grand commis de l'État. Le commis est quelqu'un qui est assujetti au droit d'une commission, au sens de charge à assumer, concrétisé par des activités, tâches ou missions ou travail à faire pour le compte d'un commanditaire, d'un patron. Vu sous cet angle, un commis d'État est un missionnaire en service commandé pour le compte de l'État. Pour assurer ses missions régaliennes, l'État a besoin de bras séculiers, donc des agents appelés prosaïquement commis d'État. N'oubliez pas que le citoyen, l'État lui doit des services en contrepartie de l'impôt qu'il paye. Par conséquent, l'État est un prestataire de services, particulièrement ses fonctionnaires. Normalement, accepter de travailler pour l'État relève d'un véritable sacerdoce. Celui que l'État, et à travers ce dernier, la nation, honore d'une position de chef, de dirigeant, de serviteur, doit accepter d'assumer le poids et les responsabilités de sa charge comme un honneur, un sacrifice, un devoir d'héritage. Ça veut dire, en outre, qu'on ne vous nomme pas, vous invitez les gens pour fêter. La nomination, c'est déjà un engagement vers un sacerdoce. À cet effet, il convient de noter que celui qui veut assumer les responsabilités et exercer les pouvoirs de décision impactant les citoyens et divers secteurs doit aussi accepter d'être responsable de ses actes, de ses décisions et résultats. L'obligation de responsabilité et de rendre compte devient ainsi une des contraintes et exigences qui pèsent sur un grand commis de l'État. Alors, cela implique de la disponibilité envers les autres, une exigence d'investir et d'engager dans le développement et la mise en valeur de ses compétences. Au vu de ces contraintes, on comprend une certaine évolution qui tend à s'affirmer et à prôner la modernisation en invitant à banaliser les projets et les rapports annuels de performance recommandés par les managements publics, qui étaient les lois de finances et tendent à allier, au-delà de la notation et de l'évaluation individuelle classique des fonctionnaires. Toutes ces règles et toutes ces mutations ont pour but d'assumer que le fonctionnaire sert l'intérêt général
par sa performance, son éthique et de garantir le bon fonctionnement des services publics au profit des usagers. La question peut se poser, comment l'ENA prépare-t-elle ses élèves à ces nouveaux paradigmes de la transformation publique, Comment l'ENA les prépare, ses élèves? Dans cette perspective d'une administration impartiale, intègre, exemplaire et efficace, vous avez le devoir de conserver la confiance des citoyens. Mais rappelons que la confiance du citoyen en la puissance publique est un fondement de contrat social et de la démocratie, en ce qu'elle est au cœur de la relation entre souveraineté populaire et représentation. Dès lors, et parce qu'il confie la gestion et l'exécution de l'action publique aux gouvernants et à l'administration, et parce que ceux-ci agissent en son nom, le citoyen est en droit d'exiger de toute personne qui concourt à ses missions une réelle exemplarité. C'est là une énorme responsabilité. Le grand serviteur de l'État a cet impératif de cumuler le savoir-faire, adossé à son savoir expérimental, qui est unique et construit par son itinéraire. Ce sacerdoce ne peut être assumé s'il n'est adossé à une compétence réelle découlant d'une formation de très haut niveau, comme celle dispensée par l'École nationale d'administration, par une culture éthique, de l'éthique, et par une loyauté à toute épreuve à l'autorité supérieure, en toutes circonstances, pour être un bon commis de l'État. Ces considérations sont approfondies dans la partie 3 de notre exposé et développées ci-dessus. L'impératif est de compétence, du civil, de l'éthique pour le bon fonctionnement. La compétence du chef, aucun acte d'un grand responsable n'est isolé ou neutre, car tout niveau de responsabilité implique. Premièrement, la connaissance de l'environnement affectant ses activités, car pour un grand commis de l'État, quelles que soient ses compétences, ses résultats dépendront de l'environnement où il évolue, soit national, international, régional, organisé. Au demeurant, l'analyse de l'environnement est une étape clé de définition de la vision, des missions, des valeurs et des objectifs. Deuxièmement, la maîtrise des stratégies de mise en œuvre d'objectifs dans le domaine des compétences concernées, en somme la maîtrise de son domaine d'activité et des initiatives opérationnelles. En troisième lieu, l'évaluation de soi et de ses résultats par la connaissance de soi, le recul et les rétroactions pour maîtriser ses forces et ses faiblesses et d'ajuster par rapport aux résultats escomptés, ce qui aujourd'hui pose des exigences variées de redéfinition de l'environnement de contrôle. Ce que j'ai appris de mes enseignants et mes apprentissages revêt alors tout son sens et rappelle l'impératif de la discipline comme comportement, comme exigence à se plier à des règles, à ne pas improviser et à gérer par des normes et processus, à se plier à des routines quotidiennes, même désagréables.
J'en ai aussi, chers élèves, tiré l'obligation d'apprendre tout le temps pour votre génération. À l'heure du numérique, voire du digital, comme d'autres instances de la société, l'ENA me semble devoir préparer les nouvelles générations qu'elle forme et ces nouvelles réalités de l'apprentissage continu. Certains disent même à vie. Et je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que pour être chef, il faut accepter d'avoir été commandé. Il faut accepter de subir pour demain pouvoir commander normalement. J'en ai aussi, donc cher élève, d'apprendre que le temps pour votre moi. Aussi, le cursus de formation de grands commis de l'État, comme on dit souvent, doivent-ils aider les agents publics à maîtriser leurs connaissances précédemment citées et renforcer leur capacité à évaluer et à s'auto-évaluer. Par ailleurs, la gestion des équipes est essentielle. En d'autres termes, un des éléments essentiels de la performance est l'esprit d'équipe. La gestion des équipes, donc l'apport des collaborateurs. Ne dit-on pas dans la culture sénégalaise en Wolof, je cite, Doley Jeune Sinor. La force du poisson est dans l'eau. Comprenez, tout ce qui vit dans l'eau tire sa force de celle-ci. Comme exemple, la baleine qui pèse 6 à 7 à 8 tonnes, le chacolot qui pèse 5 à 6 tonnes, le requin marteau qui pèse à peu près 1 tonne, le poisson plusieurs kilos. Ces animaux hors de l'eau n'ont plus la même force. Par ailleurs, un seau d'eau puisé de la mer n'a pas la même force que la mer. Comprenez par là, tout élément isolé de son environnement perd ses capacités. Donc le chef doit être en équipe. On ne gagne pas seul, on gagne avec les gens, les autres, les collaborateurs, les équipes. Le haut commis de l'État doit donc partager sa vision avec ses collaborateurs, d'où la nécessité de les choisir par de bons procédés de sélection et d'évaluation, pas de sentiments, et de les former pour obtenir une équipe efficace et efficiente afin d'atteindre les objectifs organisationnels. De tels préalables consacrent l'exigence pour le haut fonctionnaire de bénéficier de la collaboration loyale des membres de son équipe, étant entendu que l'État doit aussi assurer sa protection. Je voudrais inventorier quelques exigences relatives au rapport avec ses collaborateurs. D'abord, savoir choisir ses collaborateurs, les responsabiliser, les déléguer, s'imprégner des problèmes de son personnel, ça veut dire leurs conditions matérielles, leurs conditions de vie, s'occuper de leur plan de carrière, leur équipement, l'environnement où ils évoluent. Je dirais comme exemple, pendant mes 2 périodes de séjour à douane, j'ai visité, tout comme je le disais tout à l'heure, partout j'ai été, pour voir quelles sont les conditions de travail des agents. Et là-dedans, j'ai découvert certains agents étaient en activité depuis un certain temps, n'avaient pas prêté serment. Donc leurs actes étaient illégaux. D'autres n'étaient pas titularisés parce que simplement, ils n'avaient pas le permis de conduire et autres, et on n'a pas fait le dossier. C'est-à-dire qu'ils devenaient fragiles, la moindre faute, on les radie dans la journée. Alors que s'ils sont titulaires, c'est un conseil d'enquête qui est plus compliqué. Ensuite, ça me permettait de découvrir est-ce que les instructions qu'on donnait, les notes de service, est-ce qu'elles sont arrivées au niveau des agents d'exécution? Est-ce que ces agents comprennent comment appliquer ces mesures, ces notes, comment ils l'appliquent? Et c'est ainsi qu'on a découvert, je donne une
on a vu que pour faire l'escorte, les camions chargés de marchandises, que faisaient certains? Des innocents sortis de l'école, on les a mis sur l'activité, on ne les a pas encadrés. Pour l'escorte, il fait chaud, au port on charge le camion, on lui donne une bouteille de limonade, pour ne pas dire avec les seigneurs une bouteille de sirop coloré. Ils sont là-bas, ils doivent, on charge le camion. Terminé, on vient, on lui dit, montez, on va à bord. On va jusqu'à la frontière, il signe que la marchandise a franchi la frontière. Est-ce qu'il a vu ce qui est là-dedans? Ou bien on lui dit, non, le camion c'est trop dur, on te laisse charger, tu viens dans ma voiture, on va les attendre à la frontière. Qu'est-ce qu'il a escorté? Et c'est des choses, c'est dans l'exécution du service qu'on le voit. Ensuite, la collaboration seulement, ce n'est pas les conditions de travail des agents, mais il faut que l'autorité ait des relations partout. La sociabilité, vous avez les relations avec les agents, mais avec l'extérieur. Les agents accidentés en service commandé mettent un dispositif, voire etc., pour le cas qui me concerne, pour qu'ils sachent qu'on les prend en charge. On prend en charge leurs enfants quand ils changent de région. On met un conseil spécial s'occuper des transferts pour que les enfants n'aient pas de problème avec le ministère de l'Éducation nationale. On fait de l'animation effectivement avec le colonie de vacances, mais c'est rien du tout. Quand quelqu'un est malade aussi, tous les samedis après-midi, j'avais la liste des malades, le service social y allait, mais j'allais dans les hôpitaux faire le tour pour les encourager et les prier pour qu'ils guérissent. C'est des astuces de gestion pour que les personnes que vous commandez s'associent avec vous, font œuvre avec vous. Et pour cela, il faut connaître leurs conditions. Si vous ne savez pas où est-ce qu'ils vivent, comment ils vivent, quelqu'un m'a dit une fois, et c'était justifié, dans le bled que vous m'avez mis, on attend tous ici la mort, il n'y a rien du tout, même l'instituteur a fui le coin, voilà sa baraque, c'est des animaux, effectivement c'était vrai, qui étaient. Quand vous faites travailler les gens à feu conduit la nuit, barricadés dans la forêt avec la pluie et tout, mais il faut que vous alliez vivre vous aussi ces conditions pour savoir qu'est-ce que c'est. Et surtout être juste. Accepter la justice et instaurer l'autorité pour qu'ils aient confiance en la hiérarchie, à l'autorité. Ils ont le droit de demander d'être affectés. Parce que j'ai fait 10 ans ici, 5 ans là, on les a oubliés. Mais vous définissez des critères transparents et que vous respectez. Chaque agent sait s'il a fait tant d'années, il doit bouger et il a le droit de demander. Mais il demande au moins 3 endroits, il y a des probabilités qu'il obtienne satisfaction. Mais que ce ne soit pas le marabout ou le ministre qui intervient pour dire je veux tel agent affecté. Et je vous donne une anecdote. Une fois, le président de la République, Abdou Diouf, m'a appelé au téléphone. Il dit, Moustapha, est-ce que tu connais tel sous-officier? Je dis, oui, je te connais dans mes effectifs, monsieur le président. Il me dit, est-ce que vous savez que c'est mon cousin? Ah, je dis, non, je ne sais pas. Il me dit, mais autre chose. Mais Moustapha, il paraît que quand tu affectes les agents, personne ne peut te faire revenir avant 6 mois, même si, que ce soit moi ou le ministre ou n'importe qui, sauf quelques cas. Pourquoi quelques cas? Je dis, monsieur le président, je veux que les agents sachent qu'ils ont une hiérarchie, qu'ils la respectent, ils ne peuvent pas passer outre. Que deuxièmement, je ne suis pas médecin. Si quelqu'un ne peut pas servir à Tamba, je l'affecte. S'il meurt là-bas, j'aurai ça dans la conscience, c'est le médecin qui décide. Donc s'il me dit tu peux pas aller, dans la demi-heure, je change la signature. Il me dit pour toi les sportifs. J'ai dit mais les sportifs, j'ai un faible. J'ai une équipe de football, de basket, d'athlètes et tout, et on gagne. On a gagné la Coupe nationale, le premier au nouveau stade. Et il dit je suis d'accord avec toi. C'est pour vous dire aussi, là, je vous donne 2 leçons. À la fois, sachez ce que vous faites, l'autorité le sait. Deuxièmement, l'autorité a utilisé une manière de me dire je t'encourage. Tu es dans le droit chemin, c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut assumer. Les sanctions positives et négatives, le contrôle de l'exécution, mais juste évidemment, justifié. Le contrôle de l'exécution du service, la restauration de l'autorité hiérarchique, le suivi des malades, le recensement systématique des données statistiques. Quand on nous confie une tâche, vous avez des objectifs, vous avez des périodicités, mais si ça nécessite des statistiques, il faut les recueillir. Mais recueillir les statistiques n'est pas suffisant. Il faut les analyser. Je vous donne le cas, par exemple, des recettes douanières.
quand j'avais créé un bureau d'analyse et de contrôle. Mais ce bureau, vous voyez les marchandises, quelles sont les marchandises qui nous amènent le plus de recettes? Donc on fait attention à ces marchandises, le comportement. Pourquoi au mois de janvier, il y en a tant? En octobre, il y en a moins. Est-ce que c'est dû aux vacances? Est-ce que c'est les fêtes? Est-ce que la Tabaski a des influences sur le trafic international? Est-ce que les vacances ont des... Mais ça, c'est le chef doit avoir les éléments d'analyse, de recueil, après d'analyse, et de tirer les conséquences pour avoir le guide sur son toffe. Donc le chef, ce n'est pas seulement de crier, de faire ça, mais il faut aussi un élément d'analyse. Donc veillez à la surveillance de la pyramide des âges. Mais les gens, surtout vous de l'ENA, vous sortez, vous êtes de la hiérarchie à une bonne partie. Mais vous êtes à peu près de le même âge. Vous êtes dans la même structure. Mais si on ne crée pas au bout de 10 ans, qu'est-ce que vous allez devenir comme responsable? Vous allez vous faire des animosités, de l'envie, au lieu d'être ambitieux, vous allez être envieux. L'ambition est saine, mais l'envie n'est pas saine. Par conséquent, il faut étudier pour détecter des possibilités de sortir, d'assumer des responsabilités. Il ne peut pas être hiérarchique toute sa vie sous ordre. Ce n'est pas sa vocation. Donc, mais il appartient au chef d'analyser la pyramide des âges, d'où va découler le plan de recrutement. Parce que si vous ne l'analysez pas aussi, vous avez à un moment donné une grappe qui va à la retraite, en position intermédiaire ou sur la base ou machin, et vous le remplacez mal, ou vous faites, là où vous recrutez 5 par année, une bonne année, vous avez 10 ans de retard, on vous dit recruter 50. Ce sera des gens mal formés, parce qu'une école professionnelle, c'est quoi? On y rentre, c'est ça qui est difficile. Mais quand on sort, on est opérationnel, même si on est nul. Parce que vous êtes encadré. Ce n'est pas l'université. Donc, ce n'est pas la même approche. Et ensuite, il faut faciliter à vos collaborateurs des possibilités d'améliorer le cursus intellectuel. Il y a des stages dans l'armée, il y a des stages à l'université, il y a des ceci, etc. Moi, durant les 10-12 ans que j'ai eu des docteurs en médecine, de dentistes. J'ai vu qu'il avait les disponibilités. Je l'ai favorisé pour qu'il aille faire les cours. Des ingénieurs informatiques, ainsi de suite. Mais ça, c'est à vous de connaître votre personne. Et pour cela aussi, il faut avoir une boîte à idées où les gens qui ne peuvent pas vous approcher vous envoient toujours des idées. Moi, les 3/4 des renseignements qui me permettaient de travailler, c'est la nuit vers 21h, 22h que les anonymes m'appellent. Parce qu'il n'y a plus de barrage. Et je prenais. Mes renseignements, je ne les prenais pas du service. Mettre en place boîte à idées, bon, donc voilà, après formation continue. Diriger comporte des exigences de rigueur, mais aussi d'apathie, de considération, d'attention soutenue à l'égard des autres. Autant de questions importantes aujourd'hui dans la formation des hauts fonctionnaires. L'autre aspect qui me paraît fondamental et certes important, c'est le point de la déontologie et de l'éthique. Être haut fonctionnaire peut être parfois difficile, car c'est assumer une position pour laquelle les règles à respecter oscillent alors entre deux pôles. La liberté de conscience, d'opinion et d'expression des fonctionnaires d'une part, et le devoir de réserve d'autre part, qui est le corollaire de la neutralité du service public. Nota bene, référez-vous aux dispositions de la Constitution, aux dispositions du statut général de la fonction publique, aux dispositions des statuts particuliers. Vous trouverez des éléments pertinents qui doivent vous guider pour votre comportement. Pourtant, au réel, il peut y avoir tant d'anomalies ou de dysfonctionnements contraires à sa propre conscience. Aussi, doit-on admettre qu'il n'est pas aisé d'apprécier la portée du devoir de réserve à l'égard de l'administration, surtout lorsque ce terme, par essence, apolitique, pourrait se révéler politique dans la réalité. Ce devoir limite, mais ne supprime pas, ce devoir limite, mais ne supprime bien entendu pas la liberté d'expression. Le fonctionnaire doit donc manifester à l'égard
du pouvoir politique sa loyauté parce que ce pouvoir d'essence démocratique est investi par la Constitution de la mission de déterminer et conduire la politique de la nation et qu'il dispose à cette fin de l'administration. Mais rappelons-le, le fonctionnaire n'est pas un serviteur d'une personne, d'un parti ou d'un programme politique. Il est au service de l'État et de l'intérêt général. Il se doit de servir de manière impartiale, de mettre loyalement sa compétence technique au service des projets, quels qu'ils soient, portés par l'autorité politique. Il doit aussi être une force de proposition et d'impulsion des politiques menées. Mais, reconnaissons-le, cela n'est toutefois possible que si le lien entre l'autorité et ses services n'est pas rompu, pour quelque raison que ce soit. Que si cette relation n'est pas étouffée, phagocytée par l'activisme des cabinets, des ministres ou des exécutifs territoriaux. Il y a là aussi un enjeu de taille pour le haut fonctionnaire intégrant un cabinet. Il lui appartient de concevoir son rôle, non comme celui de super administrateur, doublant et répliquant les services, mais au contraire, comme celui de collaborateur, assumant pleinement le rôle d'impulsion politique qui lui échoit. En toute orthodoxie, le fonctionnaire doit conserver son impartialité et ne pas abdiquer par rapport à son indépendance d'esprit. Il ne doit faire preuve de civisme, ni renoncer à présenter les mises en garde ou des objections au regard de la bonne administration, de l'efficacité des politiques conduites ou du respect de la règle de droit. Évidemment, ces impératifs de transparence, de performance, d'intégrité méritent une attention soutenue à l'heure de démocratie porteuse d'alternance qui ne manqueront pas d'affecter la restructuration, les organigrammes, les profils, les processus de nomination, de promotion et les effectifs de l'administration publique. Quoi qu'il en soit, la performance éthique qui tend aujourd'hui à remplacer une conception assez figée d'une performance par les résultats, stricto sensus, invite l'administration à faire preuve de fermeté face à certains projets de décisions manifestement erronés ou inadaptés au regard de ces principes du droit constitutionnel, administratif, de bonnes pratiques qui ont pendant longtemps irrigué l'histoire de l'État et de l'administration publique sénégalaise. Autrement, c'est l'autorité politique qui peut pâtir de cette autocensure consistant à ne pas agir comme certaines déviations ou à arriver à maudire le zèle ou la prudence avec lesquelles l'administration, disons certains affidés, l'ont servi. Il y a là un difficile équilibre qui mérite discussion et consensus. Car il est juste de permettre aux fonctionnaires de rechercher et de proposer des alternatives qui concilient de manière plus pertinente les objectifs poursuivis par l'autorité politique avec les principes et normes sur lesquels il attire l'attention par le biais de ses notes, rapports, conseils, observations ou autres procédés. Dans ses fonctions, le haut fonctionnaire a un devoir de compétence, de loyauté,
de franchise et d'initiative, mais ne doit pas s'enrôler sous une bannière déterminée, avoir une attitude de partisan ou une approche politicienne des questions confiées. Une telle attitude serait dommageable pour la chose publique et notre vie démocratique, ne serait-ce qu'au regard des principes de neutralité et de continuité de l'État. De continuité de l'État, de défendre et d'assumer de continuité de l'État. Compétences objectives et impartiales sont, dans les situations difficiles, comme dans les jours ordinaires, la garantie du bon exercice du rôle du haut fonctionnaire. Le fonctionnaire qui s'engage en politique doit avoir en conscience qu'il prend une option qui s'accorde difficilement avec les impératifs de la mission du haut fonctionnaire. Par ailleurs, cela présente un grand risque pour le management et la gouvernance publique car, à terme, la performance politique peut prendre le pas sur la compétence technique. En toute orthodoxie, l'État attend du haut fonctionnaire non point une mythique perfection, non point seulement des talents, des compétences, de l'intelligence, de l'imagination, du réalisme, de la souplesse, mais aussi du courage. Il faut du courage. Qu'est-ce que c'est que le courage pour un fonctionnaire? La capacité de penser par soi-même, le cas échéant à compte courant. À contre-courant, défendre et d'assumer son point de vue et ses propositions, sans entêtement pourtant, ni rigidité. La capacité de proposer et de promouvoir des positions utiles pour l'État et la collectivité, de servir effectivement le bien commun, l'aptitude à assumer la tension éthique entre obéissance et loyauté. D'un côté, l'indépendance et la liberté de parole. De l'autre, la fermeté d'âme dans l'adversité, le refus des solutions de facilité et des faux fuyants, même si les compromis sont à tout moment nécessaires, l'aptitude à assumer pleinement les devoirs et les ambitions de l'État, mais aussi à rappeler chaque fois que de besoin, que c'est nécessaire ou de besoin, avec tact évidemment, mais clarté, les principes, les limites et les lignes rouges à ne pas franchir. En un mot, le sens des responsabilités, la capacité d'assumer jour après jour, une éthique et de la responsabilité qui n'obère pas toute forme d'éthique et de conviction. De tout cela, les hauts fonctionnaires sont comptables durant leur vie professionnelle. Dans ce cadre, la réflexion sur la déontologie et l'éthique doit permettre de renforcer auprès de votre génération la conviction que servir l'État est à la fois une chance, une responsabilité, un honneur parfois redoutable, mais qui donne sens à une vie utile au service de ses compatriotes, des citoyens et de la nation. Et là, nous pouvons citer un Américain qui disait « Voyez ce que vous pouvez faire pour votre État et non ce que votre pays peut faire pour vous. » La modernisation de l'ENA, le quatrième point, la modernisation de l'ENA face aux exigences liées à mes propos. Moderniser, Monsieur le Directeur Général, modernisation, renouveau ou transformation publique. Partout, ce mouvement s'affirme. Par rapport à de telles exigences et à tout ce qui vient d'être dit, se pose la question de savoir comment l'intégrer dans la vision et les objectifs stratégiques
de l'ENA. En quoi l'ENA peut-elle contribuer au débat de son temps? Comment peut-elle assumer son rôle d'influenceur des mutations durables que j'ai rappelé dans mes propos antérieurs? Comment entend-elle consolider les avoirs, savoir-faire, savoir-être, savoir-devenir? Par rapport à une question si vaste qui mérite des réflexions beaucoup plus approfondies, je voudrais sommairement faire quelques propositions en ce sens en termes de stratégie et de politique. L'École nationale d'administration doit être au cœur de la cité, de l'État, des grandes mutations comme la digitalisation. La proximité avec les citoyens clients, la transformation de l'État, la transformation politique, les enjeux de transparence, d'éthique, la célérité dans les décisions, la conservation, la fiabilité, l'efficacité et la qualité du service public, la réduction des coûts des actes, la prévention des risques, toute une série d'exigences largement reconnues par le management public contemporain et la nouvelle gouvernance en cours de mutation. Évidemment, au-delà de la formation, cela invite à une recherche dynamique. Monsieur le directeur général, vous l'avez compris au vu des premiers chantiers que vous venez de lancer. Nous vous en souhaitons un grand succès. Je vous remercie. Merci, monsieur. Je crois que la réaction de la salle en dit plus qu'il ne faut. Vous avez eu droit à une sorte de standing ovation. Félicitations, doyen. Je crois que c'était un peu ce que nous espérions. Notre timekeeper me fait observer que la nuit tombe assez rapidement, donc nous allons essayer d'aller vite, mais en essayant, autant que peut se faire, d'avoir le bénéfice de tous les apports possibles dans la salle. Dans un premier temps, nous allons probablement donner la parole aux élèves, probablement pour les questions. Il y a certainement des questions. Comme modérateur, moi je vois tendanciellement le fait que nous avons pu, avec l'exposé du doyen Tall, refaire connaissance avec un certain nombre de concepts qui nous sont familiers. La différence, c'est l'habillement pratique avec un vécu de ces concepts. Il a donné vie à ces concepts. Et je pense que c'est ça qui est extrêmement important sur le cheminement d'une expérience, c'est que ces choses dont on vous parle là, aujourd'hui, à l'école, ce sont autant de choses que vous aurez l'occasion de rencontrer, en tout cas d'avoir l'opportunité d'en faire un bon usage pendant tout votre parcours professionnel. Il y a un certain nombre de concepts qui sont revenus. Un grand commis de l'État, on l'entend souvent. Il lui a donné un sens pratique et un contenu vivant. Le serviteur, le missionnaire, le commanditaire. Par extension, ce ne sont pas des concepts neutres. Vous pouvez pour chacun de ces concepts donner un contenu vivant. La deuxième chose, c'est que les notions de responsabilité et de reddition des comptes nous reviennent à tempérament. Et ça, c'est pendant toute votre vie. Quand on parle de transparence, et vous avez ici l'occasion d'avoir des inspecteurs généraux d'État et des magistrats de la Cour des comptes, la reddition des comptes, c'est au fond le mur que nous avons en perspective pendant tout notre quotidien. Tout notre vécu et notre quotidien. Si on n'a pas la reddition des comptes comme mur et horizon mural de la journée et
de notre parcours professionnel, évidemment, nous sommes tentés par un certain nombre d'aléas qui n'ont rien à voir avec l'éthique et la déontologie dont il a aussi beaucoup parlé. Donc il y a un habillage pratique un peu dans son intervention. Les notions de neutralité dans le service public et du service public, le devoir de réserve et la loyauté, de la loyauté. Moi j'ai souvenance, ma petite expérience vécue au bureau organisation et méthode, quand le concours de 83 a été fait, à l'époque c'était un examen, mais nous quand on est arrivé à notre promotion c'était un concours parce qu'on commençait à avoir au Sénégal un certain nombre de candidats qui dépassaient largement un peu la cohorte des gens dont on avait besoin. Je crois qu'ils avaient besoin de 3 personnes. J'ai fait, fort heureusement, j'étais à l'étranger, je vivais à l'étranger, et j'ai fait le concours en faisant des va-et-vient, ça a duré 6 mois, des va-et-vient au Sénégal. J'ai le souvenir de ce que, quand les résultats sont sortis, j'en faisais partie, les deux ont pris service en juillet, moi je n'ai pris service qu'en septembre. Personne ne comprenait pourquoi. Et moi je l'ai compris par la suite. Je vous assure qu'à l'époque, nous avions un leadership qui, à défaut d'être des administratifs chevronnés, parce que le président Abdou Diouf, c'était un administratif émérite. Le ministre d'État Jean Collin, c'était un administratif émérite. Mais j'avais une vie tumultueuse comme étudiant en France, et ce ressort est ressorti dans le rapport qui a été présenté aux autorités, à part de la France. Et donc les deux ont pris service en juillet, moi c'est en septembre qu'on m'a convoqué. Et je vous assure, vous allez faire la comparaison avec l'existant. La seule chose qui m'a été demandée, nonobstant ce qu'on savait de mon parcours tumultueux comme étudiant, probablement, je ne dirais pas, voilà, parce qu'il y a un âge où il faut être comme on devrait être. Donc je vous dis, le président de la République Abdou Diouf qui m'a reçu, le ministre d'État Jean Collin, d'abord en premier, ils m'ont demandé qu'une seule chose, c'est d'être loyal par rapport à l'institution. Loyal par rapport à l'institution. Aucun d'eux n'a revendiqué une loyauté par rapport à ce qu'il représentait. Essayez de visionner ce schéma de 83 par rapport à aujourd'hui. Vous verrez un peu toute la différence qu'il y a par rapport au parcours de vie administratif que nous avons vécu. Et bien m'en a pris parce qu'au fond, le garçon que j'étais à 25 ans, mais il avait disparu de lui-même quand j'avais 30 ans, à leur côté. À leur côté. Vous vous rendez compte du gâchis que ça aurait pu constituer pour, je ne sais pas pour la République, mais en tout cas pour la vie qu'il m'a été donné finalement de vivre, aussi bien au niveau national qu'à l'international. Voilà des choses qui vous permettent de méditer un peu le sens de ces concepts-là. Ce n'est pas neutre. Il faut vous l'appliquer et chercher à ce que cela vous soit appliqué pendant tout votre parcours de vie. Il y a aussi des notions de courage. Le courage. Le courage. Vous avez un directeur général ici qui est courageux. Je l'ai pratiqué comme... Il a été mon adjoint pendant une dizaine d'années. Et ce que le courage emporte dans un management et dans la définition du leadership, notamment transformationnel, que Abdou Karim Gueye connaît très bien, c'est que tous les apports fécondants qui lui sera donné d'aller chercher, il est capable d'aller les chercher là où ça se trouve. Y compris si ça se trouve entre les mains du premier magistrat de la République. Si c'est un droit qui vous est imparti, il faut aller le chercher. Mais en même temps, il ne faut jamais perdre de vue les notions d'obligation auxquelles vous êtes soumises. Parce que ça aussi, c'est un impératif catégorique pour quelqu'un qui est dans la trajectoire de ce que le doyen l'a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui veut commander, il faut qu'il accepte d'être commandé. Il faut connaître à chaque fois quelles sont les deux faces de la même pièce, comme Janus. Nos droits, mais également nos obligations. Je crois que là aussi, le doyen l'a illustré assez parfaitement. Je ne voudrais pas être long dessus, mais je voudrais juste suggérer, pour pouvoir bénéficier également de l'apport de ces identités remarquables qui sont là dans la salle. À partir du moment où on va donner la parole peut-être à 5 ou 6 étudiants, puisque au fond les conférences sont d'abord adressées à vous,
Vous allez poser vos questions et intervenir. Nous allons demander à nos amis qui sont là, du point de vue de leur expérience, et par rapport au concept, peut-être, à la limite, tous les concepts les ont titillés, je le sais, forcément. Tous les concepts. Mais si on leur demandait à chacun d'entre eux, par rapport à tous les concepts, d'avoir à s'exprimer, nous sommes partis pour demain, parce que personne d'entre nous ne serait parti du fait de l'intérêt que cela va présenter pour chacun d'entre nous. Donc c'est avec beaucoup d'humilité qu'on leur demanderait, si ils en étaient tentés, qu'ils se saisissent probablement pour chacun d'entre eux et pour ceux qui voudraient intervenir d'un des concepts et d'essayer de le traduire par rapport à une expérience pratique qu'ils ont vécue. Nous allons donc faire cette première phase-là, si vous en étiez d'accord, et ensuite donner aux conférenciers le soin de répondre, et ensuite seulement nous évaluerons, nous verrons par rapport à la soirée, là où nous en sommes. Donc si vous étiez d'accord, on demande peut-être aux élèves, 4 ou 5 parmi eux, de poser des questions ou d'intervenir, et ensuite nous verrons parmi nos collègues qui sont ici présents, s'il y en a 2 ou 3 qui voudraient aussi, par rapport à leur expérience, nous gratifier un peu de cette connaissance-là. Et ensuite, nous redonnerons donc la parole aux conférenciers et après seulement nous évaluerons. Je vous remercie. Merci. Je me présente d'abord. Mais pour le jeune élève que je suis, oser prendre la parole ici, devant les illustres personnalités ici présentes, peut s'avérer véritablement être un exercice périlleux. Mais je sais pouvoir compter sur votre indulgence. Monsieur le conférencier, vous avez rappelé l'exigence de neutralité du service public. Vous avez même dit que le fonctionnaire n'est pas le serviteur d'un homme, ni d'un parti politique, il sert l'intérêt général. Et aujourd'hui, je pense que la question de la politique par les fonctionnaires est une question plus que jamais d'actualité. Et si ce n'est pas trop vous demander, monsieur le conférencier, ma question c'est de savoir, est-ce que vous pensez qu'on devrait tout simplement ôter aux fonctionnaires la possibilité de faire la politique? Est-ce que l'exigence de neutralité que vous avez rappelée s'accommode bien voilà, de fonctionnaires qui investissent le champ politique? Merci beaucoup. Je vous ai entendu dans votre exposé parler beaucoup plus du management, surtout dans les administrations publiques. Que vous inspire aujourd'hui ce management-là dans les structures publiques avec les mutations que nous vivons aujourd'hui? Merci beaucoup. Élève inspecteur des impôts et des domaines de la promotion comme contrôleur 2013-2015. Ma question s'adresse au conférencier. Quelle est son expérience la plus marquante dans l'administration? Merci. Et je voudrais un peu revenir sur les résultats de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui ont été récemment publiés, les résultats provisoires qui montrent une augmentation quand même assez significative de la population et plus particulièrement chez les jeunes et face à une population aussi de plus en plus exigeante. Et je me demande de savoir quelle devrait être la place de l'ENA dans le futur. Merci. Du monde, ou comme je dis en grand camoufleur, sur les pistes de toutes les marchandises, des pierres précieuses, des mines et tout, quittant de l'ex-Zaïre, la RDC, allant vers les pays européens, partout. Ça m'a marqué. Et de vivre aussi en zone de guerre et de voir comment c'est dangereux la guerre. Des gens qui avaient réussi toute leur vie et qui étaient pratiquement au paradis. On les retrouve à 3000 km de l'endroit où ils habitaient démunis, d'abord vieux, ils ne peuvent plus reproduire. À cause de la guerre, ils ont perdu la famille, la richesse, et ils sont dans une zone où ils ne connaissent même pas. Ce qui veut dire la paix, les politiques doivent tout faire pour que la paix règne dans nos pays, parce que ça détruit tout. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. La deuxième chance que j'ai eue, c'est d'avoir à piloter sous la responsabilité d'aînés, notamment le général Feu Doudou, que Dieu est son âme, le dossier suite au malheureux conflit de 89 entre le Sénégal et la Mauritanie, et d'une manière souterraine. Parce que jusqu'au jour où je vous parle aujourd'hui,
il y a peut-être 2 ou 3 personnes dans le monde, tout au moins au Sénégal, qui connaissent ce dossier. C'est pour meubler le secret. C'est-à-dire, on a tout fait dans le secret. Et jusqu'à rétablissement même des relations diplomatiques qui n'est pas passé par les affaires étrangères, jusqu'à la restitution des biens. Et personne, ni la presse, ni les ministres même, ne savent pas comment ça s'est passé, à part le président de la République. C'est un secret que j'emporterai dans ma tombe. Ces 2 choses m'ont terriblement marqué. Le troisième élément, c'est que pour être promu, pour être encadré et tout, il faut avoir des relations humaines. Moi, j'ai été béni par Dieu, parce que dans tous les grands corps, quand j'avais des responsabilités, les têtes de ces grands corps étaient mes grands frères, m'assistaient, mais me contrôlaient moralement. J'avais peur de faire des bêtises. J'avais un trio qui, tous les mois, m'invitait à déjeuner au restaurant du Sud pour me dire ce qu'ils ont entendu de bon ou de mauvais. C'était finalement comme un Dieu que je voyais tous les jours, parce que donc je me méfiais de tout. Donc dans la vie, il faut avoir non seulement un mentor, mais avoir de bonnes relations avec tout le monde. Sur le niveau international même, je recevais des renseignements la nuit sur la fraude, sur les armes, sur des choses secrètes que j'emmènerais dans ma tombe. Mais c'est à cause de mes relations humaines nationales et internationales. Donc, comme dirait le philosophe, tout est à la base de l'humain. Soyez humble, sachez écouter, ne vous vengez jamais sur un collaborateur qui vous a fait du mal ou machin et autre. Moi, l'expérience que j'ai vécue, les gens qui me faisaient le plus de mal, quand un poste se dégageait, et je savais que parmi les gens qui compétissaient, ils étaient le meilleur, je donnais le poste. Et d'autres me venaient dire, tu es con, tu es fou, tel te fait ceci, cela. Je dis non, ils n'osent pas m'insulter face à face. Mais le poste en question, c'est le plus apte à le faire. Et je sais qu'il sait que je le surveille. Il atteindra les objectifs qui sont assignés. Voilà, c'est pour la personne qui m'a posé la question. Merci. Je remercie aussi toute ma famille que je n'ai pas invité. Je le dis à haute intelligence, parce que je n'avais pas de visibilité, comme on dit. L'ENA m'a convoqué, m'a dit l'information. Moins d'une semaine, je me suis enfermé, j'attendais, je pensais qu'il y avait des cartes. Il m'avait dit, vous pouvez inviter, mais je pensais qu'il y avait des cartes. Et comme je n'avais pas accès à votre réseau, c'est avant-hier que j'ai appris qu'il y a un réseau, on a parlé de moi, il y a ma photo. Donc je n'osais pas. Les deux là, je crois que c'est ce matin ou hier nuit. Mes frères là, c'est aussi ce matin. Donc, c'est encore vous m'autoriser à leur exprimer ma disponibilité, ma reconnaissance. Également, si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'avais peur, parce que à tout moment, il y a l'œil de Dieu, c'est vrai. Mais il y a l'œil de la société, et le premier œil aussi, à qui je peux porter préjudice, c'est ma famille. Je vous remercie. Inspecteur général d'État, aujourd'hui à la retraite. J'ai été effectivement directeur général de l'école nationale d'administration. À l'époque, on disait de magistrature. Bon, je suis très honoré d'être là, très heureux d'être là. Et donc, j'apprécie vivement l'invitation du directeur général. Et donc, on a commencé à discuter. Je vois qu'il a des ambitions très intéressantes, notamment. Comment vous l'appelez du mercredi, c'est conférence, hein, c'est ça? Voilà, effectivement. Bon, je pense que c'est une initiative formidable. Bon, je pense que l'exposé du doyen Tall pose beaucoup de problèmes réels et auxquels votre génération va être de plus en plus confrontée. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que des thèmes importants ont été développés. Le sacerdoce, l'humilité, l'esprit d'équipe, la proximité, l'administration et les citoyens, par exemple. Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est comment l'ENA peut s'approprier ces thèmes et les traduire en produits de recherche. Je crois qu'il y a une direction
de la recherche. Je ne suis plus sûr du nom aujourd'hui. Je pense que quand j'étais là, c'était direction de la recherche-action. Hein? L'intitulé est important. Il ne s'agit pas simplement de faire de la recherche fondamentale, mais de faire une recherche qui débouche sur des produits, sur des outils, sur des référentiels. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du nouveau management public, comme on l'appelle, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Figurez-vous que ça date des années 80-90. Donc, par la suite, vous avez ces credos de la nouvelle gouvernance, à partir des années 90 surtout. Mais tout cela, c'est de la théorie. Il faut conceptualiser, il faut des outils, et là, la recherche est fondamentale. La recherche suppose la curiosité. C'est la curiosité. Il faut aimer ça. Et j'espère que la nouvelle orientation de l'ENAM va nous permettre de faciliter ce devoir de donner à l'administration, à l'État, des outils et des référentiels pour agir. Donc moi, je pense que le plus grand défi, c'est comment opérationnaliser ça. Mais du point de vue doctrinal et tout, les connaissances sont là. Voilà ce que je voulais dire. Féliciter le doyen Tam, encourager le directeur général, me rappeler au bon souvenir des instructeurs qui sont là. Abdourab, on s'est rencontrés à Djibouti. Comme par hasard, moi je m'occupais de l'instruction de Djibouti, lui il s'occupait de monter la Cour des comptes de Djibouti. Ce sont des Sénégalais qu'on a envoyé faire ça. Donc c'est un agréable souvenir. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, mais je vous remercie. La loyauté, je crois que c'est une des qualités les plus importantes pour un haut fonctionnaire. La loyauté. Je ne suis pas étonné que le président Abdou Diouf ait une confiance en vous. Parce que lui-même, et vous connaissez l'histoire, je suis sûr que vous connaissez l'histoire, jeune gouverneur à 25 ans du Sine Saloum, qui comprenait les deux régions et de Kaolack et de Fatick. Il a pris service en 11 décembre 1961, date de naissance de l'actuel président. 25 ans. Le 17 décembre 1962, il s'est passé des choses dans nos pays. Je n'ai pas besoin de revenir, peut-être pour la nouvelle génération. On avait un exécutif bicéphale qui marchait bien entre le président Senghor, feu le président Senghor et feu Mamadou. Il s'est passé ce qui s'est passé. On a parlé de coup d'État, qui n'en est pas un, là du tout. Je vous renvoie d'ailleurs au livre mémoire de celui qui était le procureur, jeune procureur, Ousmane Kabal. Ouais. Mais quand Senghor est passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout de suite supprimé, changé de constitution. On est passé d'un régime parlementaire à un régime présidentiel à outrance. Même pas de premier ministre. À fortiori le président du conseil. Parce que là, il est président du conseil. Et c'est lui qui avait la réalité du pouvoir. Senghor gagne à tous les coups. Vous connaissez l'histoire. Le président Dia a été arrêté malheureusement. Et Senghor, en changeant de constitution, celle du 7 mars 1963, a pris comme mesure de demander à tous les hauts fonctionnaires, attention, et surtout aux gouverneurs, il n'y en avait que 7 gouverneurs à l'époque, dont Abdou Diouf qui avait la région la plus importante à part Dakar. Mais il avait 25 ans. Et Senghor demande à tous les hauts fonctionnaires, et surtout aux gouverneurs, de faire acte d'allégeance par écrit. Tous ont fait ça. Diouf a refusé. 25. Il a dit, j'ai fait allégeance en sortant de l'INFO, qui est une sorte de continuation de cette école, l'école nationale de la France d'outre-mer. Il a dit, il a fait acte d'allégeance à l'État et non pas à un homme futur de président de la. Ça, c'est une leçon que vous devez vous. Ces situations à gérer, vous ne voudriez pas faire quelque chose, on va vous dire de le faire quand même, accepter de le faire. Je serai, monsieur le modérateur, assez bref. Je voudrais revenir sur 3 aspects qu'il faut avoir à l'esprit. Quand vous allez sortir de l'École nationale d'administration, vous serez tous à peu près au même niveau intellectuel, parce que vous aurez tous appris la même chose. Donc,
sachez que vous ne serez cependant que sur la première marche de votre carrière. N'essayez pas de voir déjà ceux qui sont presque à la fin de leur carrière. Vous avez environ entre 25 et 35 ans de carrière à faire. Acceptez de monter les marches une par une, sans essayer de voir de statut matériel comme ceux qui vous ont précédé. Vous l'aurez un jour, rassurez-vous, si vous faites bien votre travail. L'autre chose, c'est que la patience, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi par rapport aux fonctions. Le premier orateur qui a parlé de la foi. Ceux qui ont la foi savent que notre destin est tracé et que tout ce que l'on doit avoir dans la vie, on l'aura parce que quelqu'un l'a écrit pour nous. N'essayez pas d'avoir ce qui n'a pas été écrit pour vous. Et ça veut dire n'essayez pas d'avoir des postes qui ne vous sont pas forcément destinés. Et surtout des postes qui sont occupés par d'autres personnes. Si je dis ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. La croissance, enfin, par rapport à vos chefs. Le doyen Moustapha Tal, que 40 années d'existence nous lie, a dit qu'il faut savoir être commandé pour pouvoir commander. Et je dirais qu'il faut savoir être commandé par de mauvais chefs. Parce que le bon chef qui va vous commander, il vous apprendra des choses que vous, par votre éducation, peut-être que vous savez. Mais être commandé par un mauvais chef, il va vous apprendre tout ce qu'il ne faut pas que demain, vous reproduisiez sur ceux qui seront vos subordonnés. L'autre chose que je voudrais dire, c'est soyez humble, toujours humble. Et notamment en tant que fonctionnaire, vous serez affecté ça et là dans différents postes, dans différents pays, dans le Sénégal tout entier. Acceptez chaque fois que vous arrivez dans une nouvelle affectation, d'oublier l'expérience que vous avez déjà acquise pour demander à ceux que vous allez trouver de vous faire part de leur expérience dans le poste. Parce que vous ne connaissez pas le poste, ils le connaissent mieux que vous. Enfin, je finirai par la loyauté. Vous avez dit effectivement, Nasser a fait référence à son arrivée à la présidence, qu'il faut être loyal vis-à-vis des fonctions et non pas vis-à-vis des personnes. Je dirais aussi que les fonctions vis-à-vis desquelles vous devez être loyaux, il faut que ces fonctions-là aussi soient loyales vis-à-vis de vous. La loyauté, ce n'est pas à s'enseigner, c'est réciproque. Je m'en arrêterai là. Ancien grand chancelier de l'Ordre national du Lion. Et moi, je suis marin, c'est pourquoi on appelle amiral. Je voulais vraiment féliciter le directeur général de l'ENA, mais aussi le conférencier. Bien sûr, sans oublier le modérateur. J'ai certainement une affection sans limite pour ces grands anciens, que j'ai dont certains, certainement les visages, peut-être mon visage ne leur dit plus grand-chose, compte tenu peut-être de quelques duvets blancs. Mais sachez qu'en tout cas, je garde les meilleurs souvenirs avec vous. Je n'oublie pas naturellement mon ami François, avec qui j'ai côtoyé, bien sûr, quand nous étions à la présidence de la République jusqu'en 2018. Et maintenant, bien sûr, m'adressant aux autres que je connais, que je ne connais pas, en tout cas, sachez que je me félicite et je remercie en tout cas le DG, comme le conférencier, de m'avoir invité à cette belle cérémonie. Parce que je dirais en tout cas ce début de cycle de conférence. Alors, un militaire qui s'invite un peu dans ce type de conférence, peut-être vous allez dire c'est quelque chose de quelque peu bizarre. Nous partageons quelque chose avec l'ENA, au moins c'est l'uniforme. Donc je peux dire quelque part, vous êtes aussi des soldats. Vous êtes des soldats de la nation. Et je crois que ce côté, c'est indubitable. Quand on voit aujourd'hui dans l'administration territoriale ce qui se passe, on voit des gens qui sont dans les coins les plus reculés, défiant en tout cas toutes les conditions, parfois difficiles. Et je crois que cela, c'est l'image vraiment du soldat. Maintenant, moi, je voulais juste rebondir sur quelque chose que le doyen Tal vient de dire, c'est la solitude dans la décision. Vous serez à un moment donné très très solitaire. Lorsque vous appelez quelqu'un pour prendre conseil,
il vous dit allez-y à droite. Vous dites merci. Vous dites mais peut-être je vais chercher une deuxième personne. La deuxième vient, elle vous dit allez-y à gauche. Surtout n'allez pas à droite. Surtout pas à droite. Restez à gauche. Vous dites mais voilà deux personnes qui se contredisent. Je vais chercher une troisième. Et la troisième vous dit surtout ne bougez pas. N'allez ni à droite ni à gauche. Vous risquez même votre vie. Eh bien, chers élèves, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là où j'invite une petite dimension, si grande d'ailleurs, c'est la foi. Prenez votre tapis de prière et priez pour que Dieu vous donne cette foi de pouvoir prendre la bonne décision. La solitude, c'est ça. La solitude, c'est ça. Vous serez seul par moment pour prendre une décision capitale qui engage beaucoup en tout cas de choses qui naturellement nécessitent vraiment une prudence. Voilà ce que je voulais simplement dire pour rebondir sur cette question, mais aussi pour parler de ce dénominateur commun qui est le soldat que vous serez demain, puisque encore vous êtes des élèves. Je vous souhaite en tout cas un parcours merveilleux. Moi, c'est Alassane Si. Je suis le chef du bureau du recrutement et de la formation initiale à la direction des ressources humaines, la direction des douanes. Donc aujourd'hui, par une heureuse coïncidence, pendant qu'on est en train de fêter notre illustre aîné, nous, à l'école, on est en train d'organiser le concours d'entrée pour les contrôleurs, les agents brevetés, les agents de cons et les préposés. Aujourd'hui, s'il y avait des élèves à l'école, j'allais venir avec eux afin qu'ils découvrent mon modèle. Parce que l'inspecteur général Mohamed Tal, Moustapha Tal, est un modèle, est un bon modèle. Là, il faut que je le dise. Aujourd'hui, nous sommes à près de 15 000 inscrits, après 10 jours d'ouverture. Nous pensons qu'à ce rythme, nous risquons de dépasser les 35 000 du concours de 2018. 35 000 candidats. Alors, il faut comprendre également que c'est parce qu'il y a eu des hommes exemplaires, des chefs exemplaires, qui durant leur magistère ont fait preuve de pédagogie pour que la maison soit attractive. Moustapha Tal fait partie de ces personnalités. Pendant son magistère, il a fait preuve de pédagogie. La meilleure de pédagogie, la pédagogie par l'exemple. Parce que M. Tal est exemplaire. Et quand on est exemplaire, on fait face au public. On fait face au public. On ne fuit pas le public. Et là, j'ai un souvenir, une des émissions à l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce paysage médiatique, il y avait une seule radio, c'était même le RTS. Il y avait une grande émission au cours de laquelle Moustapha Tal était l'invité. Donc on a posé toutes sortes de questions et sans tabou, il a apporté toutes les réponses par soi. À ce moment-là, je suis très fier. Donc ça aussi, il faudrait qu'on le rappelle ici. L'autre chose, c'est que M. Tal était également un visionnaire. Notre système gagné, que des Kenyans sont venus nous acheter, a été fait sous son magistère. Le rapprochement de l'administration aux citoyens, c'est lui qui était le pionnier. Parce qu'avec lui, avec l'arrêté 870 du 1er février 1995, on a instauré pour la première fois des directions régionales au Sénégal. Aujourd'hui, un des bureaux phares, Kidera, donc dans la direction régionale de l'Est, va faire cette année au moins 15 milliards de recettes. S'il n'avait pas été visionnaire, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais M. Tal n'est pas que ça. M. Tal également un condensé de compétences multiples. Ces derniers temps, j'ai eu à parcourir un ouvrage. Il y a quelqu'un qui essaie de caricaturer. Il a dit que la théorie, c'est quand on sait ce qu'on doit faire, mais qu'on ne peut rien faire. La pratique, c'est quand tout marche et qu'on ne sait pas pourquoi ça marche. Moustapha Tal est un théoricien praticien du droit douanier. Aucun point du droit douanier n'est étranger. Ça aussi,
Il faut qu'on le dise aussi. Maintenant, pour terminer, je vais vous ramener en l'an 2000. Moussa Fatal allait quitter la direction générale des douanes. Son remplaçant aujourd'hui connu, c'est Boubacar Kamara. Donc après le discours, c'est pas un brillant discours fait par une de ses promotions, je pense que c'était Ibrahim Lo, je pense, n'est-ce pas? Mais Boubacar Kamara n'a dit qu'une seule phrase, que Moussa Fatal est un géant, et quand on remplace un géant, on ne parle pas, on travaille. Là, vous, je ne vous demande pas de travailler parce que je sais que c'est votre avenir, c'est votre destin même. Mais je vais vous demander de mériter la dignité d'être des héritiers de ces éminents de ce comité. Je vous remercie. Et cet aîné, il est respecté. Et pourquoi est-il respecté? Parce que même à moi, même à mes petits frères ou à mes petites sœurs, il demande. Il ne se met jamais en avant. Jamais. Il est toujours au même niveau que nous, sinon plus bas. Et cela, lorsque j'ai su incidemment qu'il tenait cette leçon inaugurale, j'avais tenu à venir, sans avoir vraiment l'espoir de pouvoir le témoigner. Mais madame ici m'a proposé le micro. Mais je voudrais juste dire que moi, je suis venue également l'écouter pour apprendre d'une autre facette de lui-même. Parce que comme je vous le dis, il est très jaloux de sa profession. Et jaloux au bon sens du terme. Et dans ce foisonnement de réseaux sociaux, dans ce foisonnement d'imbrication, de communication, je crois que c'est quelque chose qui est très très important. De pouvoir garder l'essence même de ce qui fait l'administration. Je ne parle pas de la transparence. Vous voyez comment il a occulté le point sur le haut fonctionnaire de défense qu'il était. Donc, ce sont vraiment autant de choses, autant de signes qui vous montrent ou qui vous font en tout cas entrevoir sa personnalité, une personne humble, une personne croyante, une personne foncièrement bonne, foncièrement disponible. Je l'appellerai aujourd'hui parce que j'ai besoin de quelque chose. Il ne me demandera pas de me déplacer. Il viendra. Il viendra. Et c'est pour ça qu'on est venu. Et je crois que toute la famille aurait, si elle avait été informée, serait présente aujourd'hui. Nous voudrions te dire merci, tonton Tafa. Merci beaucoup. Et voilà. Intellectuel, dans le milieu de connaisseurs, dans le savoir. Certes, je vais témoigner du côté de Moustapha, parce qu'il a brossé suite de l'ordre de son exposé. Il a dit que quand on est nommé chez nous, c'est la fête. Oui, c'est vrai. Mais lui, en 83, je suis témoin, on l'a nommé DG de la douane, un Libanais qui s'est permis d'amener chez moi, chez le père à Diourbel, un gros bélier. Je vous rappelle, un gros bélier. Papa l'appelle, il l'informe, il dit pourquoi il amène le bélier. Explication certes. Il saisit la justice, la police. Le commissaire convoque le Libanais. On retire, et dardard, on retire le bélier de la maison. Ça, il l'a fait. Les deux étant agent du contrôle économique, en ce moment-là, j'étais saisonnier. Je travaillais avec un certain Biradi Kefal. Il m'a appelé hier, même, pour me dire que nous avons un de nos collègues qui est décédé de la terroriste légère. On fait une tournée dans le syndicat. J'étais syndicaliste. Je quitte Diourbel, on vient en délégation. On bousille notre argent, tout. Je les ai dit moi-même. En rentrant, on aura de l'essence. La meilleure, oui, Moussa est là, c'est le directeur de la douane, il n'y a pas de problème. On passe notre temps. Et avant de rentrer, je vais chez lui, au bureau. J'avais l'attitude aussi, il avait donné conseil à sa secrétaire, que dès que je suis là, pas de problème, s'il y a quelqu'un, il informe le chef est là.
Ce dernier sort, il me ressort. Instant fait, je rentre avec Biradiké. Il me reçoit, on cause, je dis que, hey, Moussa, moi, on ne doit pas faire perdre du temps. J'étais là depuis 2 jours, on était en syndicat au niveau de la CNTS. On a bousillé notre essence, on n'en a plus. Je veux que tu me donnes de quoi retourner. Il fait un tac, il me regarde. Cher, oui. Il retire sa chaise, c'est une chaise roulante. Il tire le tiroir, il sort des carnets de tickets d'essence. Il me dit que je ne te dis pas que je n'ai pas de tickets d'essence. Et ça, c'est pour l'État. Il a sorti de sa poche, donc, oui, il m'a donné beaucoup d'argent. Ce dernier, toujours il dit que le modèle qu'on a au Sénégal, c'est Moussa Fadam. Donc, prions que Dieu vous accorde longue vie, santé de fer, et li nga bëgg yàlla na ko yàlla def. Kii am initiative bii nag le DG la xalaat la boo xam ne bii lii lu ñuy bay la di ko suuxat yàlla na ko yàlla yombalal mu continuer ñi fi ne ñëpp dañ ci jariñu ngeen baal ma jërëjëf. Assertion du roi Hassan II. À l'époque, nous étions plus jeunes quand il a fait du tour honoris causa à l'université de Dakar. Il a dit la culture dont vous en aurez besoin, c'est l'humilité devant ce qu'on sait et l'ambition devant ce qu'on ne sait pas. Il faudra avoir ça comme viatique pour pouvoir progresser. Vous serez détenteur d'un pouvoir légal quand vous serez nommé. C'est bien. Le meilleur pouvoir, c'est le pouvoir légitime. C'est-à-dire que vous en avez la compétence et la capacité. Mais ce qui est le plus important, c'est le pouvoir accepté. C'est-à-dire les gens sur lesquels vous avez un impact acceptent ce que vous allez dire. Et là, c'est savoir-faire, savoir-être, et surtout la capacité à se projeter, ce qu'on appelle nous actuellement un savoir-devenir. Je vous remercie. Parce que Moussa Fatal, c'est l'aîné de la famille, et moi je suis le cadet à ce jour. Donc il est né en 1945, moi je suis né en 1978, on a 2 extrémités, et c'est comme un père, un frère, mais un père pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais très ému tout à l'heure lorsque, donc je m'appelle Daoudetal, lorsque je l'ai entendu parler de son parcours au lycée, parce qu'il se trouve que lorsque j'ai grandi à Diourbel, bien entendu, je lisais parfois des livres qu'il avait laissés à notre père, peut-être qu'il a même oublié, et d'économie, de comptabilité, etc. Et moi, ça a forgé ma personnalité et mon parcours. Pourquoi? Parce que j'ai fait la même école que lui, lycée technique Maurice Delafosse, donc j'ai eu le même bac que lui aujourd'hui, mais parce que j'ai suivi simplement ses pas. Ensuite, je suis allé à l'école supérieure polytechnique département de gestion, où j'ai eu un DUT en gestion, avant d'aller en France pour complètement basculer vers tout ce qu'on appelle les politiques publiques. Je suis diplômé de Sciences Po en France, Sciences Po Bordeaux, et tout ça, c'est parce que lui m'inspire en termes de politique publique, en termes d'État, de gestion de la chose publique, d'altruisme, etc. J'ai par la suite occupé la fonction d'éditorialiste à Africa 24 à Paris, consultant de la BBC sur les domaines, sur tout ce qui est économie dans les 54 pays africains. Parfois, ce parcours-là, qui est très très modeste par rapport à ce qu'on a entendu aujourd'hui. J'enseigne quand même l'intelligence économique à l'Institut des politiques publiques à l'Université de Dakar. Et cet aspect économie, politique publique, altruisme, exemple, c'est grâce à lui, et je voulais aujourd'hui très modestement lui rendre ce vibrant hommage en disant que le témoignage de la famille est important. Et ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'on est aujourd'hui nous tous dans la famille, c'est grâce à lui, c'est la probité morale, le travail. La preuve, j'aurais pu être douanier aujourd'hui ou quelque chose d'autre, mais à chaque fois, si quelqu'un venait lui dire « je fais un concours de la douane », etc., allez travailler, c'est ce qu'il nous conseillait, mais jamais nous intégrer dans son corps, enfin, à la douane, ou même nous mettre en contact avec un tel ministre ou tel autre. Bien entendu, on a le parcours, on a les diplômes, mais jamais
jamais on a il nous a, enfin, c'est que le travail, quoi. Jamais il a ouvert les portes vers un quelconque avantage qui ne serait pas mérité au sein de cette famille. À quel point aujourd'hui je suis fier. Mon père, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, pas pour servir l'État parce que je suis pilote de ligne, j'ai fait autre chose, mais faire quelque chose d'utile à la fois mon pays, plus largement le continent, et à être utile au monde. Quand j'ai choisi le métier que j'ai fait, j'étais déjà en train de faire mes études à l'étranger, j'ai voulu faire le métier qui me permettait de rentrer au Sénégal et de travailler au Sénégal. C'est pour ça que j'ai aussi le métier qui est ma passion, celui de piloter des avions. Mais ce que je retire de chaque moment passé avec mon père, c'est énormément de, un peu comme l'a dit ma cousine, énormément de simplicité, d'humilité. Et c'est ce que j'essaie de mettre en pratique dans tout ce que je vis. Il y a un moment de position dans la vie où on peut avoir l'impression d'avoir le dessus sur les gens. C'est dans le métier que je fais moi concrètement dans l'avion en tant que pilote, c'est un petit peu ce qu'on est. On a très tôt, et comme vous avez dans votre carrière que vous allez démarrer en tant qu'haut fonctionnaire, mais c'est de savoir être, comme le terme ministre qui dérive de minus, c'est de savoir être le serviteur en fait dans tout ce qu'on fait. Et d'expérience, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en étant serviteur, en réalité, on était toujours grandi. Et c'est ce que je retire de tout ce que vous avez pu dire aujourd'hui. Encore une fois, énormément de fierté et merci. Vous venez avec notre nouveau DG d'embarquer dans ce bateau. Voilà, momentanément. Donc nous allons tout faire avec beaucoup d'activisme pour vous retenir, parce que nous avons quand même besoin de ces activités. Et comme on nous l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes en formation, nous avons sorti, nous allons avoir un diplôme. Mais en réalité, nous considérons que nous n'avons aucune expérience et nous voulons capitaliser surtout de vous. Et toute initiative dans ce sens, nous sommes preneurs. Merci beaucoup. Avec le directeur général, que ce fut un test pour nous concluant. Nous avions eu les mêmes frayeurs que tout le monde en nous lançant dans cette aventure un peu. Je crois que nous le devons d'abord à la perspicacité de Diallo, du directeur général, parce que quand il a déboulé chez moi pour me dire grand, voilà ce que je veux faire et je veux que tu sois de la partie ceci ou cela, j'ai crié sur lui et mon épouse qui est en grande complicité avec lui depuis une éternité, Diallo lui dit mais qui le etc. Donc au fond je ne savais pas trop ce que ça allait donner, mais je pense pouvoir dire que nous pouvons tous nous féliciter d'avoir eu cet aéropage là aujourd'hui. C'était quelque chose qu'il fallait construire. Construire. Quand il y a 3 ou 4 jours, on ne savait pas trop si Modou, si Bambé devraient être là. On pensait peut-être à eux comme plus comme intervenants ou comme participants. Je crois que nous avons étoffé le format même de cette affaire-là. Il ne s'agit pas seulement de faire venir une notabilité, une notoriété sur ces questions-là, mais de les faire accompagner par un certain nombre de notabilités et d'identités remarquables qui peuvent accompagner le discours. Parce que nous n'aurons jamais suffisamment de mensualité et de semaines pour pouvoir à tout ce dont vous avez besoin, au fond, pour garnir cette année. J'ai cru comprendre qu'il ne reste plus que 3 séances. Vous voyez que dans cette salle, nous avons déjà au moins 6 à une dizaine de personnes qui devraient, pour chacun d'entre eux, être le tenant d'une conférence, d'une grande conférence en ceci. Nous verrons, après évaluation probablement, avant la prochaine séance qui est prévue, je crois, pour le 10 janvier. Je ne m'autoriserai pas à dire qui devrait être là le 10 janvier parce qu'on ne sait jamais pour ces choses-là, à moins que Diallo ne m'autorise. Je pense que nous avons eu l'accord du Premier ministre Mamadou Lamine Loum pour être avec nous le 10 janvier. Je voudrais donc moi aussi, en mon nom et au nom de ceux que je voudrais embarquer avec moi, vous remercier tous d'avoir été d'abord à l'écoute et aussi à la participation et d'avoir rendu cet après-midi-là, je crois, suffisamment enrichissante pour que nous puissions avoir un sommeil apaisé. Merci. Et rentrez bien chez vous. Peut-être qu'on peut donner à Diallo pour le dernier mot de remerciement. Lamine Diallo, juste pour remercier. Alors, juste
Les invités sont invités à prendre un cocktail qui sera servi à l'extension du restaurant. Je vais demander aux membres de l'AMENA, s'il vous plaît, de se rapprocher et de conduire nos invités au niveau de la salle. Les élèves, vous pourrez y assister aussi après. Merci. Merci, je remercie Allah. Je ne me suis pas trompé en passant à discuter. Vous remercier pour la facilité avec laquelle vous avez accepté, vous êtes préparé. Ça, on ne peut pas payer ça. C'est votre bonté, les relations fraternelles que nous avons développées qui ont abouti à cette vie. Et au final, quand j'ai vu l'intervention du professeur Diallo et du général Amiral, je sais, du général, j'ai dit que nous avons encore d'autres communicants qui sont là. Hein? Je ne saurais assez. Je suis fier. Je n'ai pas de vérité, mais je suis fier d'avoir sorti, monsieur le président, Abdoulaye Gueye, de son détermination. C'est moi qui l'ai fait sortir dans la rue aujourd'hui. Mon Dieu. Grand Tchao, mon directeur qui m'a amené à l'ENA, mais surtout, monsieur François Lac, correct. Vraiment, les choses s'annoncent sous de bonnes augures. Je vais m'arrêter là. Je ne veux pas dévoiler. Mais vraiment, merci à tous les élèves, à tout le monde. Et, comme vous l'avez dit, nous-mêmes, nous avons encore appris. Hein? Et si les directeurs généraux invités étaient là, je pense que ce seraient les premiers apprenants. Je pense qu'il faut les sensibiliser pour qu'ils viennent. Ou bien qu'ils invitent des séances comme ça avec ces bouchers-là. Vraiment, on va au cocktail, on en parlera. Merci, pour la presse, les interviews, vous pourrez les faire au niveau de l'extension. On va vous aménager un peu. C'est plus facile là-bas. Hein? Merci à tous. Ici?